Marsin, merci beaucoup de m'avoir rejoint dans cette baignoire, si je puis dire ainsi, à l'Opéra de Marseille. Vous êtes donc une voix assez particulière, j'ai envie de dire, si je peux me permettre. Vous êtes une basse. Oui. Et cette voix-là m'interpelle dans ce rôle parce que j'ai l'impression que c'est une voix un petit peu particulière, une voix qui s'inscrit dans un répertoire avec une certaine particularité. Comment vous la décrirez, votre voix ? C'est une voix extrême, comme il y a les ténors vers l'aigu, il y a les basses vers le grave, et c'est une voix qui permet d'incarner des personnages, en général des rôles de sagesse, des rôles nobles. Donc c'est pour ça que vous... Des rôles de grands prêtres. Voilà, j'allais en venir, c'est pour ça qu'on vous a peut-être attribué ce rôle de grand prêtre. Comment vous l'expliquez justement que ça résonne, une voix de sage, cette voix basse ? La gravité, tout est dans le mot. Ouais. Donc à travers cette œuvre Hérodiade de Jules Massenet qui est représentée à l'Opéra de Marseille, c'est une œuvre justement qui rassemble un petit peu toutes les tessitures des voix, on a l'impression, et donc justement on est dans une harmonie, un fil conducteur de la voix, de l'ensemble vocal. En général, tout opéra doit respecter cette harmonie. Le jeune premier et la jeune première sont le plus souvent le ténor et la soprano. Le traître, le méchant, en général, c'est le baryton. Et le père noble ou le casse-pied de service, c'est la basse. Et donc vous vous inscrivez... Oui, on est un petit peu condamné à ce répertoire, si vous voulez, on ne choisit pas. Je ne jouerai jamais, je n'ai jamais joué en 38 ans de carrière, je n'ai jamais joué un rôle de jeune premier. S'il y a des exceptions, Don Juan est une basse ou un baryton, mais ce sont vraiment des exceptions. En général, il y a des catégories de voix qui correspondent à des catégories de personnages. Et ça, c'est quelque chose que vous êtes arrivé à l'accepter ? Oh, très bien, on le sait au départ. Au début, j'aurais voulu être ténor. Quand j'ai commencé à écouter des opéras, à voir des opéras, je m'identifiais au héros, je m'identifiais au ténor. Et puis quand j'ai essayé de chanter, je me suis rendu compte que je n'étais pas ténor. Je l'ai accepté volontiers. On chante comme on est et la voix vous ressemble forcément. Alors la voix vous ressemble, donc ça c'est quelque chose quand même qui est assez intéressant. Vous êtes quelqu'un de sage ? Oh, ça je ne sais pas. Elle vous ressemble dans la tessiture. Comment vous l'avez découvert cette voix ? Elle est arrivée à quel moment de votre existence ? Assez tardivement. Parce qu'on perd l'habitude de chanter. Autrefois, le chant était une chose très populaire, très naturelle. On chantait au banquet, on chantait aux communions, on chantait au mariage. Ça s'est un petit peu perdu. Et en dehors, moi j'ai découvert ma voix assez tardivement, je vous dis plutôt dans le cadre de soirées étudiantes ou de choses comme ça. Je me suis rendu compte que je chantais plus fort que les autres et j'ai découvert ma voix, je vous dis, largement passé 20 ans. Et vous chantiez quoi à l'époque ? Oh, à l'époque, si je vous dis que je chantais des paillards à la fac de droit, vous ne le croirez pas. Parce que vous avez fait du droit, donc ? Voilà, oui. Le droit mène à tout à condition d'en sortir. Donc le droit, au lieu de me mener au prétoire, m'a mené au conservatoire. Et j'en suis très content. Ouais. Ce déclic, c'est venu comment ? Vous étiez dans une famille de... Non, je n'étais pas du tout dans une famille de musiciens, mais c'est venu grâce à des amis qui m'ont entendu chanter de fil en aiguille. On vous présente à quelqu'un, qui vous présente à quelqu'un, qui vous présente à un professeur de chant, qui vous fait auditionner, vous êtes engagé, et puis les choses se passent d'une façon assez naturelle finalement. La chance arrive et il faut la saisir, bien sûr. C'est une histoire de rencontre alors pour oui, beaucoup. Beaucoup des histoires de rencontres. Et Marseille, vous avez une particularité affective ? Ah ben oui, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que je chante à Marseille depuis 1995, donc ça fait 23 ans. J'ai dû faire pas loin d'une vingtaine de productions à Marseille. C'est un petit peu mon port d'attache, si vous voulez maintenant. J'aime beaucoup cette ville, j'ai un immense plaisir à y revenir pratiquement tous les ans. Et voilà, je crois que j'ai débuté en 95 ici dans Sigurd de Reyer. Encore un grand opéra français du même type, on peut dire, c'est un opéra qui appartient à la même famille lyrique que Hérodiade. C'est le grand opéra à la française. Grande situation dramatique, musique très forte, très impressionnante, orchestre et chœur immense. Ici, vous avez plus de 57 choristes.
C'est énorme, c'est énorme. L'orchestre très fourni également, c'est une musique très dense, très riche, très puissante. Est-ce que vous en parliez, est-ce que vous vous sentez limité dans votre répertoire lyrique, si je puis dire ainsi, mais parallèlement à cela, est-ce que vous avez l'impression que vous avez une faculté justement d'interprétation peut-être dans l'interprétation des personnages, dans les rôles qui vous sont attribués? Est-ce que vous avez l'impression justement que vous avez une faculté de pouvoir vous émanciper par rapport à votre interprétation? Bien sûr, non seulement cela, mais en plus on a depuis que j'ai commencé le métier, on a connu un grand développement de la mise en scène avec un travail très original grâce à des metteurs en scène qui vont vraiment chercher au fond des personnages ce qu'il peut y avoir de nouveau, ce qu'il peut y avoir d'intense, ce qu'il peut y avoir de vrai dans un personnage. On est sorti de beaucoup de conventions opératiques qui étaient un petit peu figées. Je ne critique pas du tout ce qui s'est passé avant que j'arrive dans le métier, mais jusqu'aux années 70, on faisait le répertoire d'une façon un petit peu classique avec des normes très figées. Alors ça avait des qualités immenses parce que les gens se transmettaient un savoir d'une génération sur l'autre et ça avait des très bons côtés, mais c'était un petit peu figé. Depuis, on a beaucoup ouvert, on va trop loin. Je pense que quand on situe Carmen sur la planète Mars, on fait n'importe quoi. Mais entre les deux, il y a peut-être un équilibre à trouver. Je trouve que cet équilibre, on l'a trouvé avec beaucoup de metteurs en scène avec lesquels j'ai travaillé et beaucoup de chefs d'orchestre parce que comme le metteur en scène, le chef d'orchestre est le patron du spectacle et arrive à rénover une interprétation, à mettre en lumière des nouvelles couleurs, des nouveaux thèmes, des nouvelles interprétations. Et est-ce que justement par rapport à cette tessiture de voix basse, par rapport à cette évolution et par rapport à ces metteurs en scène qui maintenant travaillent le rôle peut-être plus en profondeur, est-ce que parallèlement à ça, vous avez l'impression que justement votre place sur la scène est mise beaucoup plus en lumière que ce qu'elle pouvait être avant en étant basse? Plus, je ne sais pas, mais en tout cas, on a des metteurs en scène qui s'intéressent à nos personnalités. C'est pas toujours le cas, mais quand ça arrive, c'est vraiment très agréable. Vous avez eu le sentiment d'être mis un peu de côté parfois? De côté, non, pas à titre personnel, non, parce que je ne serais pas là. Ouais. Mais disons qu'il y a des gens qui donnent plus une priorité à l'esthétique d'ensemble qu'à l'interprétation. Ça peut arriver de tomber sur un metteur en scène qui va être très esthétisant, qui va passer des journées entières à travailler le pli d'une robe ou l'orientation d'un décor et pas beaucoup s'intéresser aux artistes. Ça arrive. Mais il faut l'accepter, il faut faire le spectacle. Ça fait partie du métier. Du métier. Comment elle évolue votre voix? Comment ai-je quoi, pardon? Comment elle évolue votre voix? Comment j'ai eu ma voix? Comme elle évolue votre voix? Comment elle évolue, pardon. Comment évolue-t-elle? La voix évolue. Bien écoutez, déjà, j'essaye de faire en sorte qu'elle ne s'abîme pas avec l'âge. Parce que je vais bientôt avoir 63 ans et j'essaie de garder à ma voix la même fraîcheur qu'elle avait à 25 ou 30 ans. Et bon, je suis toujours là. Mais l'évolution, c'est intéressant. Il y a des choses qui paraissaient difficiles il y a 30 ans et qui ne me le paraissent plus du tout. Il y a des choses auxquelles il faut faire plus attention. Il est certain que l'effort physique n'est pas le même à 25 ans qu'à 60 ans. Donc il y a peut-être des rôles que je ne ferai plus, des rôles trop lourds. Mais c'est une question de choix. Ça me donne encore beaucoup de perspectives. Est-ce que c'est une histoire de respiration aussi? La respiration, c'est fondamental, c'est la vie. Pour bien chanter, il faut bien respirer et bien caler son souffle. Ouais. C'est tout un apprentissage parce que, en général, on apprend mal à respirer. Et surtout à la gymnastique, par exemple, on apprend à respirer très haut. Et la respiration du chanteur, ça consiste à retrouver une respiration de bébé. Parce que vous avez vu un bébé pleurer, il a une respiration abdominale, c'est le ventre qui gonfle comme ça. Et la respiration du chanteur, c'est la même chose. D'ailleurs, un bébé ne s'en fout jamais, il peut brailler pendant des heures et des nuits entières. Et le chanteur doit retrouver cet instinct du bébé pour bien chanter. C'est pas facile. Et alors justement, oui, comment vous l'avez appris? Ça se travaille, ça s'apprend. J'ai eu la chance d'avoir des bons profs. J'ai eu des profs merveilleux, Madame Andrea Guillot, Xavier Depraz au conservatoire, Michel Sénéchal à l'école de l'opéra, Madame Christa Ludwig, une immense artiste aussi, Anne Sauter. Et tous ces gens-là disaient la même chose pour la respiration, la même chose. Puis après ça, il y a un certain nombre d'années d'études, c'est calé, ça devient un nouvel instinct. Un instinct.
mais il ne faut jamais le perdre. Donc là, vous arrivez de Monte-Carlo, c'est ça ce que vous avez dit? Je viens de faire 2 productions à Monte-Carlo cet hiver, oui. Adrienne Le Couvreur au mois de novembre et Les Contes d'Hoffmann au mois de janvier. D'accord. Donc c'est une nouvelle atmosphère aussi de maison d'opéra, quelque chose de beaucoup plus intime, beaucoup plus différent. Monte-Carlo, c'est un théâtre magnifique aussi, mais c'est un plus petit théâtre, il y a 500 places. Ici, il y a 1800 places, c'est énorme, c'est une grande salle. Ce ne sont pas les mêmes proportions, c'est autre chose. Puis c'est une autre personnalité qui dépend de la personnalité du directeur. Nous sommes tous les deux des amis. Maurice Zibéras, à qui je dois beaucoup, qui est un directeur d'une grande fidélité et est un ami. Je le remercie, je profite de cette interview pour le remercier de tous les. Oui, parce qu'il regarde le projecteur TV. Donc, alors justement, par rapport à cette différence de capacité de spectateurs par rapport à votre voix, est-ce que cela a une influence entre une petite salle et une grande salle? Non. On chante de la même façon. C'est sûr qu'une grande salle, il faut la remplir, donc il faut chanter un peu plus fort. J'ai beaucoup chanté à l'Opéra Bastille, c'est un théâtre très exigeant parce que c'est une salle immense de pas loin de 3000 places. Donc des salles comme ça, il faut les remplir. Il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer, seulement il faut passer un cran supérieur d'intensité vocale pour se faire entendre. Je regarde juste parce que si vous prédisez après, vous risquez de ne plus être dans le cadre, donc attention. Vous parliez justement de ne pas forcer votre voix. Alors comment vous vous protégez justement? Là, vous disiez que vous étiez un petit peu enrhumé. Que faites-vous justement pour protéger cette voix et ne pas que ça s'enraye ou ça déraille sur la scène? Si là je suis enrhumé, il ne faut pas que l'inflammation descende sur les cordes vocales. Donc je suis allé voir le médecin hier qui m'a donné un traitement qui doit empêcher l'inflammation de s'étendre. Et puis ensuite dans le travail, il faut faire tout sauf forcer justement. C'est-à-dire que les vocalises que je vais faire pour me chauffer la voix avant de rentrer sur scène, ça va être tout doucement. C'est une toute petite mise en route, comme des exercices, comme un sportif qui va faire des petits moulinets avec le pied pour essayer de débloquer une articulation, mais tout doucement, pas forcer, pas donner des grands coups, pas essayer de courir 1000 mètres, mais y aller tout doucement pour bien chauffer la voix sans forcer, et sans même essayer de faire les notes aiguës que j'ai à faire ou des choses comme ça. Donc, ça, il faut rentrer sur scène en confiance, il faut y aller. Mais donner le maximum de chance en préparant l'instrument. C'est justement la question que j'allais vous poser. Comment vous vous sentez quand vous êtes sur scène, justement? Est-ce que ce sont des choses que vous pensez Non, pas du tout. Quand on est sur scène, c'est curieux. On a une espèce de dédoublement de la personnalité. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai franchi la coulisse, je n'ai absolument plus peur. Je peux mourir de trac avant de rentrer sur scène, mais une fois que la coulisse est franchie, c'est bon. Et on a cette espèce de dédoublement de la personnalité, c'est-à-dire qu'on s'investit à 150% dans ce qu'on fait, et en même temps on contrôle. On est à la fois la marionnette et le marionnettiste, et derrière il faut toujours garder le contrôle. Et c'est un jeu très subtil, et je pense que les gens qui n'ont jamais été sur scène auront du mal à comprendre ça. C'est quelque chose que vous avez envie de transmettre, justement? Ah oui, passionnément. Oui, ben ça, on a reçu tellement de choses, et surtout vous imaginez, en presque 40 ans de carrière, j'ai vu tellement de choses, j'ai côtoyé tellement d'immenses artistes, j'ai vécu tellement d'expériences passionnantes, j'ai fait un répertoire tellement extraordinaire que garder ça pour moi, ça serait scandaleux. Donc je le transmets à chaque fois que je peux. Je ne peux pas me consacrer à l'enseignement parce que je suis trop souvent absent de chez moi, mais dès que je peux faire une masterclass ou occasionnellement faire bénéficier certains groupes, certaines écoles d'une expérience, très modestement leur faire bénéficier de mon expérience, ça je le fais très volontiers. Merci en tout cas pour ce partage-là. C'est toujours très enrichissant justement de ce que vous nous transmettez, vous les artistes, de ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur que nous on ne s'aperçoit pas, parce qu'on a l'impression que c'est tellement facile et en même temps ça demande un travail énorme, j'imagine, de cet entretien. Oui, beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup d'absence de chez soi. Il faut trouver un équilibre avec sa vie personnelle. C'est une chose à laquelle j'ai beaucoup tenu dans ma vie, ne pas sacrifier ma vie privée pour mon métier et l'inverse non plus. Donc tout est une question d'équilibre. Je rends grâce au ciel d'avoir trouvé cet équilibre, d'avoir une femme, des enfants, des petits-enfants. Et vivre heureux, ce point de vue-là, c'est beaucoup. Qui viennent vous voir aussi? Oui, bien sûr. Vous transmettez? Je transmets aussi à mes petits-enfants. Merci beaucoup Antoine Garça, merci infiniment. Merci à vous. Merci.